Bonjour Satyana. Bonjour Sana. Satyana, j'ai un immense honneur de te recevoir dans cette deuxième édition de l'événement Happy Parents. C'est un événement qui est dédié au coaching parental, à l'accompagnement des parents. Cette année, il va se dérouler sur 5 journées en format hybride. Les participants ou les futurs participants, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui pourront consulter tous les détails de cet événement sur notre site happyparents.coachingnews.ma. Cet événement est porté par un webzine dont l'objectif est de vulgariser le métier de coach, d'expliquer les tenants et les aboutissants d'un métier qui reste encore jeune, de faire comprendre au grand public que c'est un métier à part entière qui a besoin d'être... on a besoin d'y être formé. Il y a certaines compétences que chaque coach doit développer. Donc, c'est un magazine qui se veut comme une aide à la décision pour que les personnes qui ont besoin d'être accompagnées puissent s'adresser aux bonnes personnes qui vont pouvoir les amener vers l'atteinte des résultats souhaités. Donc, aujourd'hui... Aujourd'hui, Satyana, Chris Luken, tu es là pour répondre à quelques questions, une courte interview pour donner un avant-goût aux auditeurs de ce que va être ces 5 jours, cet événement Happy Parents. Et avant, j'aimerais te présenter. Tu es une personne engagée, tu es inspirante, tu souhaites passer un message important aux jeunes ainsi qu'à leurs parents pour pouvoir co-construire ensemble un nouveau monde d'amour, de joie et de paix. Satyana, tu es aussi coach spécialisé dans la relation masculin-féminin et dans la communication consciente. Tu œuvres à une parentalité consciente et à une éducation évolutive et tu auras tout à l'heure l'occasion de nous dire un peu plus sur sur ta méthode, sur comment tu accompagnes les parents à instaurer une relation harmonieuse dans leur famille. Tu es aussi auteur de 3 livres. Tu vas aussi pouvoir en parler et présenter ces livres qui sont juste une mine d'or d'informations et de pistes pour faire du cocon familial un espace d'épanouissement pour chacun, un espace de bonheur et de joie. Donc, le credo de notre événement, Satyana, c'est parents heureux pour un enfant heureux. Et donc, toi, en tant que conférencière et en tant que personne qui agit dans ce monde de l'éducation, comment tu peux nous expliquer ta façon de faire? Comment tu contribues à tisser des relations entre les parents et les enfants, à établir cette harmonie familiale? Merci pour cette magnifique introduction. Je suis honorée moi aussi de pouvoir contribuer à ton sommet, à ton magazine et à cette aide aux parents. Donc, au départ, j'ai moi-même eu un petit garçon qui s'appelait Christopher et qui a inspiré un livre qui s'appelait ABC. Éducation, en fait, c'était 108 accords, pardon, je le montre, c'est Christopher. Et c'était accords à faire avant d'avoir un enfant. Donc, c'était 108 accords à considérer, faire avant d'avoir un enfant. Et en fait, l'idée, c'est que Christopher, malheureusement, n'est pas resté vivant longtemps. Il est parti juste avant son 4e anniversaire.
Et le peu de temps qu'il a été avec nous, il a tellement impacté ma vie avec tellement de leçons, de messages, que ce livre est né. Et maintenant, ce livre, il est dans un jeu de cartes. Et donc, pour moi, un nouveau monde qui est en train de se créer, ça commence d'abord par une éducation à la maison, consciente, avec les parents, avec une parentalité consciente, avec pourquoi on veut un enfant, comment on va l'éduquer ensemble, qu'est-ce qu'a été notre propre éducation parentale, de se la partager, de dire est-ce qu'on a envie de reproduire ce schéma ou pas. Est-ce que voilà, il y a plein de questions à se poser qui sont en fait au travers du jeu de cartes. Si je peux me permettre, c'est maintenant au travers du jeu de cartes Chérie. Et donc, couple heureux, enfant radieux. Et c'est un genre de plan pour pouvoir établir ça dans la maison. Donc, il y a des questions à tous les niveaux de l'éducation. Hein. Il est séparé en famille de couleurs. Il y en a qui parlent du départ, est-ce qu'on considérait même faire un rituel pour appeler l'âme de cet enfant qui va venir dans notre vie. Et comment va se développer cette grossesse, cet accouchement, comment on va soigner l'enfant s'il est malade, comment on va le nourrir. Enfin, il y a des questions autour de la communication consciente. Est-ce qu'on est formé à cette communication? Est-ce qu'on veut bien se former? Parce que la communication est tellement importante dans ce qui se passe, dans ce qu'on partage avec tout le monde dans notre vie, mais spécialement nos enfants qui vont absorber tout ce qu'ils ont dans l'environnement les premières 6 années de leur vie. Donc, ça construit quand même l'adulte qui va devenir. Et donc, comment on marche dans la maison, comment on parle, comment on demande pardon si on a crié, si on a perdu notre tempérament, de pouvoir, j'ai des cartes que j'aime bien, de penser à l'enfant comme un être à part entière, une grande âme dans un petit corps. C'est pas juste un petit truc là qui est sur le côté. C'est voilà, je disais si on fait une erreur, de pouvoir demander pardon, de demander de l'aide si on a besoin. Parce qu'il y a tellement de gens, ils vont jusqu'au moment où c'est trop tard, autant dans leur couple que dans les problèmes avec les enfants. Et donc, justement, toi, tu proposes tout un panel d'aides et que les gens se mettent en accord que si ça devient difficile, on va chercher de l'aide. On ne va pas juste dire non, on se débrouille comme beaucoup de gens font. Et donc, voilà, ça, c'est des petites idées, mais bon, le jeu, je pourrais en parler plus pendant la conférence parce que ce jeu, il est basé autour de valeurs. Donc, on va explorer les valeurs essentielles autour d'un couple conscient d'abord. Quelles sont, moi, mes valeurs les plus essentielles et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans un partenaire avec moi pour que notre relation soit harmonieuse. Parce que c'est ça que j'ai découvert autour de mes années d'enseignement, c'est que les enfants qui allaient bien, en fait, c'était des enfants qui avaient des parents heureux. Et les enfants qui allaient pas bien, c'est des enfants où il y avait du drame dans la famille, des situations traumatiques qui n'étaient pas guéries. Et donc l'enfant, bien sûr, a acté d'une manière difficile, mais c'est parce que lui, il était mal. Et donc, quand les parents vont bien, les enfants vont bien. Ce premier jeu, la base du jeu du Nouveau Monde, pour moi, c'est d'avoir une parentalité consciente. Et donc, la deuxième partie, c'est une éducation consciente, une éducation évolutive. Parce que, autant que j'adore Maria Montessori, elle a beaucoup inspiré le modèle d'éducation IWE que j'ai développé donc, en Californie et que je partage maintenant en France. Sous des formations et des jeux de cartes aussi. En fait, Maria Montessori, elle était extraordinaire. Il y a 100 ans, elle a développé quelque chose qui était waouh. Mais les enfants maintenant, ils sont plus comme les enfants il y a 100 ans. Ils ont d'autres stimulations constantes et souvent ils rentrent dans une classe Montessori, bon, ils regardent un petit peu et puis au bout d'un moment, ils sont ennuyés, ils n'ont plus envie de ça. Donc, il faut réinventer même la classe Montessori pour notre époque. L'environnement idéal pour l'enfant, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai essayé dans cette méthode IWE de prendre les meilleures choses que j'ai trouvées sur mon chemin, donc à travers Montessori, à travers Steiner, à travers la communication non violente de Marshall Rosenberg, les intelligences multiples de Howard Gardner
et beaucoup de temps passé avec le voyage. J'ai voyagé dans plus de 20 pays sur 5 continents et j'ai passé beaucoup de temps avec les cultures ancestrales. Donc les Amérindiens, les Kogi et aussi Sobon Fusome de la tradition du Dagara en Burkina Faso en Afrique. Donc toutes ces influences, elles sont venues nourrir le modèle d'éducation Iwi et qui est évolutif parce que quand je suis revenue en France il y a 6 ans, on faisait déjà des cercles de bâtons de parole, de discussions, de conseils entre les parents, les enfants et les enseignants. Mais on a rajouté la notion des ateliers philo comme on parlait avant, aux petits, aux enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Faire de la philosophie en cercle avec ses enfants, c'est extraordinaire et c'est probablement une des choses que je préfère faire maintenant. Et d'ailleurs, pour les ados, j'utilise mon jeu chéri autour de la parentalité consciente. On prend des cartes et on pose des questions et on explore déjà à l'adolescence comment eux, ils envisagent la parentalité. Ah, tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec joie. Et donc, à l'instar de toutes ces découvertes et de toutes ces rencontres, il reste quelque chose d'important, c'est que la mise en place des règles par les parents. Voilà, j'aimerais te poser une question par rapport à ça. Souvent, on considère que mettre en place des règles par les parents, ça permet de tracer une ligne de conduite à l'enfant. Bien sûr, ces règles doivent être posées dans le respect du besoin de l'enfant. Cependant, beaucoup de parents tombent dans le piège du compromis et soit par manque de temps, soit par impatience, on peut donc manquer de cohérence et laisser tomber les règles qu'on a mis en place. Donc, de quoi les parents ont besoin pour rester sur un accord équitable? Oui, c'est une très bonne question. En fait, dans beaucoup de séances de coaching parental que je fais, ça revient souvent. Et moi, j'ai envie de dire, un peu comme dans la classe Montessori de Maria, on crée une structure. Elle est très carrée, il y a des étagères, il y a du matériel, il y a des règles, on prend un travail à la fois. Quand on a fini, on le ramène. C'est des règles. C'est des règles qui permettent le bon fonctionnement dans la classe. Et dans la maison, c'est pareil. À l'intérieur de ces règles carrées qu'on a discutées avec les enfants, qu'on a établies avec notre partenaire, à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de liberté. Et c'est ça qui est merveilleux aussi dans une classe Montessori, c'est que l'enfant est libre de choisir le travail qu'il veut, de passer le temps qu'il veut avec. Il y a beaucoup de liberté. Mais c'est à l'intérieur d'une structure bien carrée. Et le problème, comme tu dis, quand on commence à faire des compromis avec les règles parce que du coup je suis fatiguée, j'ai pas envie de me prendre la tête avec mon enfant, ou c'est plus facile pour moi de lui donner le téléphone parce que j'ai besoin de m'occuper d'autre chose, ou voilà, toutes ces fois où on fait des compromis, on sort de nos règles nous-mêmes par convenance pour une raison ou une autre, on donne un message mixte à l'enfant et lui il sait plus quoi. Il peut avoir, il a plus de sécurité en fait, ça le rend insécure. Et en le rendant insécure, il va devenir quelqu'un qui va nous tester de plus en plus. Donc dès le départ, en tant que parent, ou enseignant d'ailleurs, ou animateur, c'est important de parler des règles, de dire voilà, pour moi, ces règles sont importantes. Est-ce que vous êtes d'accord? Et levez la main si vous êtes d'accord. Donc, les enfants eux-mêmes tout de suite donnent leur accord. Oui, c'est juste de faire comme ça parce qu'ils comprennent, les enfants sont très intelligents. Donc, on dit, voilà, est-ce que c'est OK si tout le monde se met à courir et crier dans la maison ou dans la classe? Non, c'est pas OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est tous d'accord qu'on marche dans la classe. Oui, on est d'accord qu'on ne crie pas. Si on a besoin de quelque chose, on parle d'un ton normal. Enfin, voilà, on met la bienveillance. Est-ce que c'est OK de cogner quelqu'un quand on passe et de ne pas demander pardon? Non. Donc, tout ça, on en parle et on établit des règles. On peut même les écrire sur un tableau, que ce soit à la maison ou dans une classe. Et ça, c'est les règles. Et ces règles, elles ne changent pas. Il n'y a pas de compromis sur ces règles.
Si on fait un compromis, on crée de l'instabilité et on invite toutes sortes de problèmes plus tard. Donc, si on a déjà cassé les règles, et j'ai beaucoup de coaching avec des parents qui ont déjà fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour réparer? Donc, on va faire un conseil de famille. On va dire, voilà, en ce moment, les choses sont compliquées. Il y a beaucoup de tensions. On se dispute. Tu disputes avec ton frère, ta sœur. Il y a beaucoup de cris. Ça ne va pas. Là, il faut qu'on reconstruise de l'harmonie dans la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on rediscute à nouveau des règles. Et on dit, je sais que dans le passé, des fois, je n'ai pas tenu moi-même les règles. Donc, je me rends compte que c'était une erreur. Des fois, j'ai voulu te faire plaisir. Des fois, j'ai voulu me faire plaisir. J'étais fatiguée, je n'ai pas voulu insister. Des fois, il y avait quelque chose, voilà, une circonstance qui a fait que. Et je me rends compte que toutes ces fois où on a changé les règles, ça a créé du chaos. Donc là, on va repartir à zéro. On remet les règles à zéro. Et tout le monde se met en accord qu'on accepte les règles. Et toutes les semaines, on va revisiter ensemble comment c'était pour chaque personne d'être dans ce nouveau accord. Et si on doit changer quelque chose, on change quelque chose, on ajuste pour que ce soit gagnant-gagnant pour toutes les personnes qui sont incluses ou dans la famille, ou dans la classe, ou n'importe où ça se met en place. Très Voilà. intéressant. Tout passe par le dialogue, s'ouvrir au dialogue et j'aime beaucoup cette idée de conseil familial où on va vraiment créer l'occasion que chacun s'exprime et que chacun fasse un feedback de ce qui a marché, ce qui a fonctionné, moins fonctionné et de réajuster. Même les règles en elles-mêmes, elles ne sont pas rigides. Les règles peuvent évoluer en fonction du besoin de l'enfant, de son âge, du Complètement. contexte. Il n'y a rien de figé. Et ce que j'aime aussi, c'est les conséquences naturelles. Quand on met une règle en place, par exemple, on dit oui, tu peux jouer avec ton vélo autant que tu veux, et quand tu as fini, tu le ranges dans le hangar, parce que sinon, il va rouiller, il va s'abîmer ou il peut être volé. Et l'enfant dit d'accord. Donc, il a cette liberté de jouer quand il veut avec son vélo, tant qu'il le range. Et quand il ne va pas le ranger, souvent, ça crée du conflit. Le parent, je t'ai demandé de ranger le vélo, tu n'as pas rangé le vélo. Et ça peut créer du conflit. Donc, ce que je préfère dire aux parents, c'est tu demandes à l'enfant, tu n'as pas rangé le vélo, s'il te plaît, va le ranger. Si ça crée du conflit, on ne rentre pas dans le conflit. On va nous-mêmes ranger le vélo. Et le lendemain, on ferme la clé. Le lendemain, quand l'enfant veut jouer, on dit, non, je suis désolée, aujourd'hui, tu ne peux pas jouer avec ton vélo parce que ce qui s'est passé hier. Et donc, pour aujourd'hui, on va faire autre chose. Si tu veux réessayer demain avec les règles qu'on a mis en place, OK. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très puissant. Pareil pour un enfant où on dit, voilà, maintenant, tu as 15 ans, tu peux sortir ce soir et tu peux rentrer à 11 heures. Tant que tu respectes les règles, que tu m'appelles si ça change, que tu continueras d'avoir cette, comment on dit, permission, cette... j'ai pas le bon mot en français. Autorisation. Oui, autorisation, mais c'est pas vraiment ça. C'est comme un cadeau presque. C'est un privilège. Tu auras ce privilège si tu restes dans ces règles. Mais si tu ne restes pas dans les règles, ce privilège, il sera enlevé. C'est pas une punition. C'est juste, on te donne de plus en plus confiance parce que tu grandis, tu évolues et on met des choses en place. Et si tu es prêt, super, ça va continuer. Mais si quelque part, tu es trop immature encore pour bien gérer ça, on va restreindre les règles un peu moins jusqu'à ce que tu t'adaptes et on refera plus tard. C'est toujours en mouvement, en accord avec le respect de l'enfant, la bienveillance. Voilà. Moi, je me rappelle, Christopher, il avait 2 ans, il était petit, hein, il avait à peine 2 ans. Et on habitait près de la plage. Et c'était l'après-midi et je lui dis, est-ce que tu veux aller à la plage? Il me dit, non, non, je n'ai pas envie. Je dis, OK, mais si tu veux y aller plus tard, ce sera trop tard. Donc, on n'ira pas. Si tu me demandes plus tard, ce sera trop tard. Et donc, là, il dit, oui, OK, la journée passe. Et puis, c'est le coucher du soleil. Et puis, I want to go to the beach. Je veux aller à la plage. Alors, je le regarde avec, rien que le regard, parce qu'on se comprenait tellement, parce que j'avais établi tout ça dès le départ. Je lui dis, mais tu plaisantes. On en a parlé cet après-midi. Je t'avais dit, tu avais le choix. Le choix, il était cet après-midi. Le choix, il n'est plus maintenant. Tu te rappelles, le choix, c'est toi qui choisis. Et tu as choisi. Et il a fait encore une fois.
hein? Et puis après, il dit, oh, je peux jouer avec ce jouet-là? Et puis complètement, parce qu'il savait que j'avais raison. Il n'y avait pas d'énervement, il n'y avait pas de bataille. C'est juste, tu as fait un accord avec moi, on en a parlé. Non, on n'en parle plus. Et presque, je lui dis, mais tu plaisantes, tu rigoles. Et c'était vraiment très, très mignon. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois avec lui. Même, il y avait un autre moment, on avait mis, parce qu'on était près de la rue, une grande rue, comme un genre d'autoroute, en fait. Et j'avais mis une barrière. Et je lui dis, oui, tu peux jouer dehors tant que tu veux, mais la barrière, c'est vraiment important que tu n'y ailles pas. C'était une règle pas à dépasser. Et je me rappelle, j'ai même une photo, je l'ai fait, je vais voir si je peux te la montrer. J'ai pris les photos parce que je suis photographe, donc je prends beaucoup de photos et j'illustre des choses que je partage. Mais il a testé la barrière, donc il est allé près de la barrière, il m'a regardé, j'étais ferme, je l'ai regardé, et puis il a mis le bras sur la barrière comme pour pousser, j'ai haussé un peu les yeux, et là il a allé, et il m'a vu, et c'était fini, mais il n'y avait pas de mots, mais les enfants vont naturellement tester nos limites. Voilà, j'ai la photo. Surtout à l'adolescence, hein, ça dépend. Oui, mais si on établit les règles quand ils sont petits, en fait, l'adolescence, elle se passe très bien. Ce qu'on dit souvent, c'est que l'adolescence, c'est l'enfant, entre les 2-3 ans, quand l'enfant il dit non à tout. Non, 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 je veux pas, je veux faire. Et si ça se passe en contrôle du parent, que le parent il dit non, mais c'est moi le parent, tu fais ce que je veux, et c'est comme ça marche quand il a 2 ans et 3 ans. Mais quand il a 14 ans ou 15 ans, ça marche plus. Et donc, c'est quand ils sont tout petits, en fait, qu'il faut établir ce respect, ce dialogue, ces règles. Et après, dans l'adolescence, ça continue. Il n'y a pas de raison que ça change. Tout à fait, tout à fait. Et bon, la question qui me vient juste après cette idée de comment gérer les règles et poser des règles, c'est la notion d'opposition. Certains parents, des fois, on se sent totalement désarmés avec un enfant qui s'oppose à leurs décisions. Donc, comment les aider à sortir de cette situation déroutante? Mais la première chose que je dis, comme je dis, ça commence vraiment à 1 an et demi, 2 ans, quand l'enfant commence à se positionner. Donc à ce moment-là, il veut faire lui-même, c'est lui qui décide et il est en opposition. Et donc, si à ce moment-là, le parent qui est informé et conscient, il va dire à l'enfant, au lieu de lui dire, viens, on va faire ça, il sait que l'enfant va dire non. Donc, il va dire à l'enfant, par exemple, OK, on va sortir, tu veux quel manteau? Celui-là ou celui-là? Et l'enfant, ben, il va prendre un manteau parce que c'est lui qui choisit. Donc, on lui donne un choix. On lui donne le plus souvent possible des choix autour de toutes les décisions qu'il y a à prendre. Et ça, pour moi, ça marche très, très bien. Donc, encore une fois, si on établit ça quand il est tout petit, ben, c'est établi. Il sait qu'il contribue aux décisions du village. Moi, j'appelle ça le village, que ce soit le village familial à la maison ou le village de la classe. Il y a une contribution, son opinion est considérée. Il n'est pas juste imposé des règles qui ne mettent pas de sens pour lui, parce que lui, il n'a pas froid, pourquoi il veut mettre un manteau? Mais nous, on sait que s'il ne met pas le manteau, il va peut-être attraper froid. Et après, quand l'enfant est plus grand, si ça ne marche plus, et qu'il dit non, mais là, je n'ai pas envie de prendre un manteau, eh ben, après, on peut aussi lâcher prise en tant que parent et dire, OK, mon enfant, il sort sans manteau sous la pluie, il attrape froid, et ben, il est malade pendant tout le week-end, il ne peut pas aller jouer, il ne peut pas aller à l'anniversaire de ses copains. Et ça, c'est une conséquence naturelle qui va rester avec lui bien plus que si on l'avait imposé de mettre son manteau. Oui, et ça répond, automatiquement à ce besoin essentiel d'autonomie de l'enfant. Et c'est ce qu'on oublie souvent, que c'est un besoin qui va l'aider à grandir et à se développer. Complètement. Marie Montessori, elle disait, l'enfant, il crie dans son âme, aide-moi à faire tout seul.
C'est Mhm. ça le travail de parent. Aide-moi à devenir indépendant le plus rapidement possible. Et le coach, le client nous paye pour qu'on l'aide à se débrouiller tout seul. Donc, quelque part, la meilleure posture, c'est d'être cette personne qui accompagne l'autre à évoluer et à croître sur sur les différents plans. Et, Complètement. et donc, comment amener les enfants d'aujourd'hui à devenir des citoyens de demain responsables, autonomes, comment faire? Ben moi, je reviens à ce que j'ai dit avant. Hein, c'est vraiment, ça commence avec la parentalité consciente qui commence avant même la conception de l'enfant. Donc, pour un couple ou même à l'adolescence dans les écoles, mais moi, je rêve d'avoir ce jeu chéri dans toutes les écoles pour que ça fasse partie du curriculum de l'ado de 16 ans qui se prépare à peut-être devenir parent un jour et qui explore toutes les parties de ce que c'est d'être un parent. Voilà, déjà, ça commence avec ça. Donc, si ce n'est pas dans l'école publique, ben, que les parents, avant même de s'engager, et je dirais même avec leur couple, de faire ce processus, de voir pour eux-mêmes, quand je regarde toutes ces cartes, par exemple, je vais prendre la carte de l'alimentation. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui mange très peu de viande animale ou très peu de poisson. Disons, pour dire, je suis végane. Je ne mange aucun produit animal. Et je me mets en couple avec quelqu'un qui mange normalement, qui n'a pas du tout ce désir de ne pas manger d'animaux. Et on décide notre couple, ok, tu manges ce que tu veux, moi je mange ce que je veux, pas de problème. Comme la religion, tu es chrétien, moi je suis bouddhiste, pas de problème, tu fais ta religion. Mais quand on a un enfant, qu'est-ce qui se passe? Comment on va élever cet enfant? De quelle religion? De quelle alimentation? De quelle médecine on va le nourrir? Donc, d'abord, voir pour nous-mêmes quels sont les endroits dans notre vie qui sont des non négociables. Par exemple, personnellement, euh, si j'ai un enfant et qu'il a une grippe, je ne vais pas commencer à lui donner des antibiotiques. Je vais vouloir lui donner des huiles essentielles, de l'homéopathie. Moi, je me traite comme ça. Donc, je vais d'abord essayer ça avec mon enfant. Si je suis avec un partenaire qui est peut-être médecin et qui tout de suite donne des médicaments plus forts, ça, pour moi, c'est un non négociable. Je ne veux pas commencer à donner des médicaments forts à mon enfant pour des petits bobos, pour des petits trucs. Donc, si j'étais en couple avec quelqu'un comme ça, ben, je me disputerais tout le temps avec lui autour de ça. Donc, pourquoi me mettre en couple avec quelqu'un avec qui je vais me disputer autour de la parentalité tout le temps? Autant décider. J'ai peut-être dans ce jeu, il y a 36 cartes, peut-être j'en ai 3 qui sont des non négociables. Ben, quand je rencontre mon partenaire consciemment, et que je dis, bah voilà, moi j'ai 35 ans, je rêve d'avoir un enfant, est-ce que tu veux un enfant? Oui, moi aussi. Mais voilà, si on a un enfant ensemble, moi j'ai 3 choses qui sont vraiment non négociables, que j'ai besoin que tu sois aligné avec moi. Et on parle de ces choses. Si après on a été ensemble 3 mois, 4 mois, on parle de ça et on se rend compte qu'on a des non négociables qui sont non négociables, eh ben, on peut se dire, OK, ben, écoute, je t'aime beaucoup comme personne, on serait super si on était un couple seul, mais en tant que parent, on va être terrible. Donc, c'est mieux qu'on ne fasse pas un enfant ensemble. Et c'est ce que je recommande, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est comment on crée des enfants évoluer pour un monde de demain. Ben, d'abord, on devient évoluer nous-mêmes. On s'aligne avec nos valeurs essentielles. On ne fait pas de compromis avec l'autre qui ne sont pas nécessaires. Après, si on est déjà marié, qu'on a déjà des enfants, c'est toute chose d'autre. Il y a d'autres manières de créer l'harmonie. Et on peut en parler, mais avant, si c'est possible, avant, mais faire-le différemment. Mhm. Ben, merci beaucoup pour tous ces partages. C'était un réel plaisir de t'écouter, Satyana, et quel beau parcours au profit d'une éducation consciente. Et je suis sûre que tes accompagnements apportent beaucoup, beaucoup de joie dans les différents foyers et, comme tu dis, dans le village familial.
Et donc, j'ai hâte de te faire découvrir à nos futurs participants qui vont pouvoir avoir toutes les informations sur le site happyparents.coachingnews.ma. Ils pourront télécharger le programme. Ils peuvent aussi adhérer au badge. Hein. Ils peuvent donc participer à travers le choix de 3 badges qui vont pouvoir les faire profiter de cet événement pleinement. Et donc, je vous donne rendez-vous, chers participants, dès le 1er juin. Le 1er juin qui est la journée mondiale de la parentalité, une autre façon pour nous de célébrer, d'honorer les parents que vous êtes. Partagez cette initiative avec vos amis et soyez nombreux au rendez-vous. Merci encore une fois, Satyana, et à très vite. Je te laisse le mot de la fin. Quel message important tu aimerais livrer aux personnes qui nous écoutent, aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Tu avais parlé d'une petite citation, donc j'aimerais bien laisser la citation de Mahatma Gandhi qui disait « Il n'y a pas d'école égale à une maison bienveillante et pas d'enseignant égal à un parent vertueux. » Merci. À très vite.